Maintenant que nous savons ce qu'est la mise au point et ce qui l'affecte, nous allons à présent comparer la mise au point automatique et manuelle, qui sont deux manières qui permettent d'obtenir une image propre et nette et avec du piqué. L'autofocus est la capacité de votre appareil à automatiquement détecter ce qui doit être au point. Il suffit simplement de pointer son appareil photo sur le sujet, la mise au point dessus se fera toute seule. Il faudra cependant appuyer à mi-course sur le bouton déclencheur. Vous entendrez alors un bip sonore. Ce bip peut d'ailleurs être désactivé sur certains appareils. Il signale que l'appareil a trouvé quelque chose et a fait sa mise au point dessus. Selon l'appareil photo dont vous disposez, il existe plusieurs manières de paramétrer et d'utiliser la mise au point automatique ou l'autofocus. Généralement, l'endroit dans lequel vous choisirez de travailler avec une mise au point manuelle ou automatique se trouve sur l'objectif. Là où vous lirez AF et MF. Si vous choisissez de vous mettre en mode AF, alors votre mise au point sera automatique. Sur d'autres appareils, le choix du mode se fait depuis le boîtier, car il fonctionne avec d'anciennes générations d'objectifs. Retenez qu'aujourd'hui, le choix se fait sur l'objectif. Lorsque vous êtes en mode autofocus, il y aura plusieurs facteurs ou réglages qui vont déterminer où l'appareil va faire sa mise au point, ou comment vous expliquerez à votre appareil là où il devra faire son focus. Prenons par exemple le Canon 5D Mark III, qui possède jusqu'à 61 points d'autofocus répartis sur la surface du viseur. Ces points, ou appelés collimateurs, font l'objet d'une analyse permanente pour savoir s'il s'y trouve un objet sur lequel il faudra faire sa mise au point. Généralement, ce qui est proche de vous aura la priorité de mise au point par rapport à ce qui est plus éloigné. Il vous est possible d'aller dans le menu de votre appareil pour sélectionner le nombre de collimateurs, par exemple 9 ou 11, ou alors choisir la zone de mise au point. Le résultat est que lorsque vous voudrez prendre une photo, tout ce qui sera dans votre zone de mise au point sera en focus. Cette technologie ne cesse de s'améliorer jour après jour. Certains appareils sont plus rapides que d'autres pour faire le focus. Mais généralement, les appareils très haut de gamme sont ceux qui arrivent à accomplir l'analyse et la mise au point le plus rapidement. Nous savons maintenant que les appareils réflexes nous permettent de choisir entre une mise au point automatique ou manuelle. D'un autre côté, les smartphones ou les appareils photo compacts ont une fonction de mise au point plus limitée et simplifiée. L'autofocus y est généralement omniprésent, mais il n'y a pas que ça. De nouvelles technologies y sont apparues, telles que la reconnaissance des visages, la possibilité de toucher l'écran pour faire le focus sur une zone particulière. Sur certains compacts, on retrouve des fonctions semi-automatiques de mise au point qui sont plutôt rapides. Mais le véritable inconvénient est que dans la majorité des cas, c'est un ordinateur qui devine et décide où la mise au point sera faite. C'est pour cela que le mode manuel est à privilégier lorsque la photo se veut créative et qu'on veut rester libre de mettre en focus un élément particulier. Pour conclure, aujourd'hui la technologie autofocus sur les appareils réflexes est assez impressionnante. C'est extrêmement rapide, donc parfait pour un événement sportif ou pour prendre en photo un sujet en mouvement. Et si vous avez choisi les bons réglages, alors vous aurez une image propre et nette à chaque prise. Nous allons maintenant parler de la mise au point manuelle. Un mode que les appareils réflexes nous permettent d'avoir pour faire la mise au point sur ce qu'on veut librement. Sur votre objectif, là où vous lirez les inscriptions AF et MF, mettez-vous sur MF. Dans ce mode, si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, rien ne se produira. Vous aurez à tourner manuellement cette bague dans l'objectif pour savoir ce qui est au point ou pas. La plupart des objectifs affichent ici des distances en mètres ou en pieds. Si votre sujet est à 5 mètres de vous, vous réglez alors sur 5 mètres. Et si vous regardez dans le viseur, vous verrez votre sujet déjà bien net. C'est quelque chose qui nécessitera beaucoup de temps à maîtriser et beaucoup de pratique, car ce n'est pas très facile. Personnellement, j'utilise une technique qui combine la mise au point automatique et manuelle. Une fois que j'ai identifié mon sujet, j'estime la distance qui me sépare de lui. J'utilise alors l'autofocus d'abord, puis j'affine la mise au point manuellement, pour avoir une mise au point telle que je la veux vraiment. Parfois, je me contente d'estimer les distances, tel objet est à tant de mètres, etc. Puis j'entre cette distance sur mon objectif en tournant la bague. Certains appareils vous permettent de passer du mode auto au mode manuel sans passer par l'interrupteur AM/AF.
Dans ce cas, vous appuyez à mi-court sur le déclencheur pour faire l'autofocus, puis vous tournez la bague pour affiner le focus. Je vous recommande de vous familiariser avec la mise au point sur un téléobjectif avec une focale supérieure à 50 mm. Car avec une optique grand angle, il vous sera très difficile de distinguer ce qui est en focus, car tout apparaît net ou presque. Alors que sur un téléobjectif, vous pourrez sélectionner des points précis ou des zones étroites pour votre mise au point. Une autre manière pour s'exercer est de se rapprocher beaucoup de son sujet. Vous verrez en tournant la bague le plan de netteté se déplacer au fur et à mesure. Vous prendrez en plus des photos très sympas. Retenez finalement que l'autofocus est piloté par un ordinateur, l'objectif s'ajuste mécaniquement tout seul et on l'utilise par souci de vitesse. Alors que dans le mode manuel, on est supposé connaître à quelle distance se trouve le sujet, on entre cette distance et on vérifie que tout est net. Je vous souhaite maintenant de bonnes séances photos. Un dernier outil pour obtenir une photo exposée correctement et bien mise au point, c'est le repère de niveau d'exposition. C'est un outil très pratique que beaucoup d'appareils photo à pellicule 35 mm utilisent. Car il permet de savoir si la photo sera bien exposée avant même de faire la prise. L'intérêt à l'époque est évident. Avec les pellicules, on ne pouvait pas se permettre de faire une dizaine de prises d'essai. Les rares photos prises devaient être réussies. Le repère de niveau d'exposition est parfait pour s'assurer de l'exposition au préalable. Sur certains appareils, le repère de niveau d'exposition se trouve sur le dessus. On retrouve ce marquage gradué avec un curseur au milieu. Sur la droite, on retrouve les valeurs plus 1, plus 2 et plus 3, et sur la gauche, les valeurs moins 1, moins 2 et moins 3. Sur d'autres appareils, c'est sur le viseur qu'on lira ces indications. Et enfin sur d'autres, il faudra passer par l'écran arrière pour l'afficher. L'information que vous donnera ce repère est à quel degré votre image est sur ou sous-exposée. En lisant l'indication du repère, vous saurez qu'il faudra par exemple une ouverture plus grande ou un temps de pause plus long. Vous consulterez ces indications après avoir appuyé à mi-chemin sur le bouton déclencheur. Notez la position du curseur pour savoir si votre image sera sous ou surexposée. Sur mon appareil, je peux lire sur l'écran LCD les indications du repère de niveau d'exposition sans regarder par le viseur. Et je sais que maintenant mon image est surexposée de plus 2. Je vais alors fermer mon ouverture de 2 crans ou de 2 f-stop et je peux lire alors que mon image sera exposée correctement car le curseur du repère de niveau d'exposition est sur 0. Le tout bien sûr avant de prendre de photos et si je shoote maintenant, je confirme qu'elle est exposée correctement. Bien sûr, le repère d'exposition a son curseur sur 0, ce n'est qu'une suggestion de votre appareil. Vous pouvez chercher volontairement une sous-exposition ou une surexposition. Parfois, lorsque vous prenez une photo d'un paysage nocturne, le repère d'exposition vous indiquera qu'elle est sous-exposée, car des bâtiments à l'arrière-plan sont moins bien éclairés. Ou alors, si vous prenez un paysage avec un ciel lumineux, le repère d'exposition vous indiquera une surexposition, alors que vous recherchez justement à obtenir cet effet. Consultez votre repère d'exposition, mais soyez créatif d'abord. Au final, vous devrez tester cette fonction pour savoir l'utiliser au mieux. Analysez le résultat que vous obtenez pour chaque position du curseur, au milieu, à droite ou à gauche. C'est un outil très utile et en vous familiarisant avec, vous saurez en tirer bénéfice. Vous voudrez, par exemple, prendre un arbre en photo, mais vous rechercherez dès le départ à le surexposer pour avoir moins d'ombre, très sombre. Maintenant que vous en savez plus sur le repère de niveau d'exposition, exercez-vous à l'utiliser. Je voudrais que vous preniez des photos avec une exposition sur -2, puis prenez-en une à -1. Continuez ainsi jusqu'à +3 et analysez les différences sur vos photos obtenues. Vous vous direz peut-être qu'au niveau de +3, votre appareil vous donne une image blanche ou brûlée. Ou au contraire, vous aimerez l'effet que dégage une photo surexposée sur +3. En emmagasinant ainsi de l'expérience, vous vous retrouverez dans des situations où vous lirez simplement votre repère de niveau d'exposition. Vous lirez par exemple +2 et vous vous direz alors qu'il vaut mieux le mettre sur +3 avant même de faire la première prise. Puisque le numérique le permet, prenez beaucoup d'images pour tester l'exposition, alors qu'en travaillant avec des pellicules argentiques, consultez le repère d'exposition avant de prendre une photo. Nous venons de voir comment bien exposer son image et comment faire une bonne mise au point. Nous allons maintenant mettre tout ça en pratique dans des cas particuliers. Le premier cas sera celui des objets en mouvement rapide.
comment faire le focus dessus et comment les exposer correctement. Quand vous photographiez un sujet rapide, votre vitesse d'obturation doit être rapide. Ceci vous permettra de capturer le moment exact dans lequel le sujet est face à l'objectif. Si votre temps de pause est trop long, le sujet bougera plus vite que le temps nécessaire à la capture d'image. Et votre image paraîtra alors floue. Le deuxième paramètre est votre ouverture. Vous choisirez la plus petite possible, peut-être f8 ou f5.6. Car ça vous donne une plus grande profondeur de champ. Vous augmentez alors vos chances d'avoir le sujet net. Une difficulté que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez de prendre des sujets rapides en photo est le manque de lumière. En effet, votre vitesse d'obturation est rapide et votre ouverture est réduite. Heureusement, si vous observez les matchs de football, de basketball ou de sport extrême en extérieur, l'environnement est toujours très éclairé, avec une lumière très abondante. C'est le cas d'abord pour que les athlètes puissent avoir une bonne visibilité du ballon ou du terrain, mais aussi pour les caméramans et photographes, qu'ils puissent couvrir l'événement dans de bonnes conditions. Bien sûr, si les conditions d'éclairage ne sont pas idéales, vous pourrez toujours ralentir la vitesse d'obturation ou agrandir votre ouverture. N'hésitez donc pas à vous entraîner à manipuler ces paramètres en prenant des clichés d'essai et voyez comment vous pouvez améliorer le résultat obtenu. N'oubliez pas, la photographie s'apprend sur le terrain. Bien, nous allons voir maintenant comment photographier en basse lumière. Imaginons que le soleil se couche et la lumière se fait rare, ou alors vous prenez des photos à la maison et vous devez faire avec peu de lumière. Voici les options qui s'offrent à vous. La première, ouvrez votre nombre f ou f-stop. Et si vous ne voulez pas une profondeur de champ trop réduite, commencez par un f2.8. À partir de là, ralentissez votre vitesse d'obturation, vous aurez beaucoup plus de lumière en 30. Mais retenez qu'en dessous de 1/60 de seconde, vous risquez d'avoir des images floues. Donc mettez-vous sur 1/60 de seconde, puis réglez votre ISO. Trouvez la sensibilité à laquelle vous n'aurez pas beaucoup de bruit qui dégrade la photo. C'est en expérimentant et en voyant le résultat sur un écran d'ordinateur que vous maîtriserez mieux l'exposition. Notez que je ne dis pas qu'il faut éviter de photographier à un ISO élevé ou à une ouverture f8 ou à une vitesse plus lente que 1/60 de seconde. Je dis que vous devez vous exercer et analyser ce que donne chacun des paramètres comme résultat, pour décider ensuite en tant que photographe si le rendu avec du bruit numérique ne vous dérange pas, ou si la courte profondeur de champ vous plaît, ou si un peu de flou vous plaît aussi. Par exemple, la personne que vous shootez est en mouvement avec des bras agités. Vous prenez la photo, il paraît globalement net, mais ses bras ont un flou de bouger. Et ce résultat vous plaît peut-être. En gagnant un peu plus d'expérience, vous repenserez à cette photo et vous vous direz « Je me rappelle de cette photo que j'ai prise avec peu de lumière ambiante ». Vous vous souviendrez alors des paramètres à entrer pour avoir le même rendu à nouveau si vous êtes dans la même situation. Retenez donc que si la lumière ambiante est basse, vous avez 3 réglages à faire. Augmentez votre ISO pour rendre le capteur plus sensible. Ralentissez votre vitesse d'obturation en restant proche de 1/60 de seconde, voire plus bas. Ouvrez votre diaphragme sur le nombre f le plus bas pour avoir le plus de lumière possible qui entre dans le boîtier. Sortez donc dehors, prenez des photos en basse lumière et n'oubliez pas d'être créatif. Salut à tous, nous avons de nouveaux exercices concoctés pour vous. Sam a expliqué comment prendre en photo des objets qui se déplacent rapidement. Maintenant, à vous de jouer. Prenez en photo des objets qui jouent, des animaux de compagnie ou des voitures en mouvement. Essayez de décrocher des images propres et bien nettes de vos sujets. Bonne chance et rendez-vous à la prochaine leçon. Je suis Phil et je reviens avec un nouveau devoir pour vous. Aujourd'hui, je vous demande de prendre des photos en basse lumière. Sam a partagé avec nous ses conseils pour prendre de telles photos, ainsi que la photo de nuit. Maintenant, à vous d'agir. Si vous êtes dans un appartement où la lumière est faible, ou alors s'il fait nuit,
Essayez alors de prendre des photos bien exposées, malgré le manque de lumière. Cependant, n'ayez pas peur de faire des photos sombres. Le but ici est d'être créatif, et parfois vous ferez le choix volontairement de créer des images sombres. Alors soyez créatif, amusez-vous bien, et à la prochaine leçon.